C'est l'heure du sonneur. Et vous le savez, hein, c'est un peu l'un des rôles qu'on s'est donné à Tocsin, de sonner l'alerte sur les injustices locales, en particulier quand elles visent le monde paysan. Vous l'avez vu, vous avez vu nos émissions spéciales. Eh bien, aujourd'hui, on continue avec l'histoire d'un cultivateur de pommes bio en Bretagne, qui est mondialement reconnu pour ses techniques de production et qui risque malgré tout la liquidation judiciaire aujourd'hui. Pour mieux comprendre ce qui se passe, on va l'accueillir en direct. Bonjour Christophe Biteau. Bonjour, Toxin. Voilà, Bonjour, bonjour. Alors, je rappelle Christophe Biteau, donc vous êtes pomiculteur, donc cultivateur de pommes bio à Saulnières dans l'île-et-Vilaine. Et puis, nous sommes évidemment avec Philippe Grégoire, je l'avais annoncé. Bonjour Philippe Grégoire. Oui, bonjour Clémence, merci. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes agriculteur, vous aussi, à Chanzeau, dans le Maine-et-Loire, et donc, je le disais, fondateur du SAMU social agricole. Commençons par le début de votre histoire, Christophe Biteau. D'abord, racontez-nous un peu votre production, votre exploitation, comment ça fonctionne. Donc, moi, je suis installé en Bretagne, Ouais. au sud de Rennes, dans un petit village qui s'appelle Saulnières. J'ai une ferme paysanne bio de 30 hectares depuis 1988. En production de pommes à cidre et pommes de table. La genèse de l'histoire, c'est que je suis devenu un modèle parce que j'ai une gestion agro-environnementale de mes vergers. Je suis le premier à avoir à remplacer les pesticides par les moutons Shropshire et les poules noires de Janzé. J'ai 4 millions de vues sur Silence ça pousse, par exemple. Ouais, c'est génial. Oui, c'est un peu ma fierté quand même. Donc, je les remercie de ça. Ça fait des émules, j'étais un modèle pour beaucoup. Oui, alors attendez, juste avant qu'on arrive sur la partie dramatique, restons un peu sur votre modèle qui est un modèle en soi. C'est-à-dire que vous réussissez, parce que souvent on nous dit c'est impossible de tenir sans intrants maintenant, pesticides, etc. On ne peut pas nourrir la planète, etc. Enfin, vous connaissez le discours. Là, vous nous dites, en tout cas, dites-nous à quel point il y a eu des difficultés, à quel point c'est gérable ou pas, et à quel point justement vos poules, et pourquoi c'est d'ailleurs cette espèce de poule-là et ces moutons-là. Voilà. Par contre, on a qu'un quart d'heure, je crois. Oui. Donc, je vais vous donner un exemple simple. En bio, il faut toujours anticiper. Moi, je me suis dit un jour que c'est très bien de supprimer le désherbant. La seule solution, c'est pour trouver une solution pour manger de l'herbe. C'est d'où l'introduction du mouton Shropshire qui a le bénéfice de ne pas manger les écorces des arbres et qui mange l'herbe. Alors effectivement, on dit toujours en bio, c'est beaucoup de boulot, de machin, sauf que avant je faisais 6 tontes avec un tracteur et du gasoil. Je passe du temps à essayer de faire des clôtures, à tenir mes moutons, mais l'avantage c'est que je ne passe plus de temps sur le tracteur et à acheter du gasoil. Donc dire que en bio c'est plus chronophage, non, c'est pas vrai. En tout cas, pas sur mon exemple à moi. Et vos poules servent à quoi alors? Alors les poules, on l'a introduite pour gérer un autonome qui est un petit coléoptère qui monte et descend des arbres pour détruire les floraisons, qui pond son œuf en avril dans les boutons floraux et qui a une capacité de destruction de 90% des floraisons par moment. En introduisant nos poules, on s'est aperçu que l'antonome n'existait plus. C'était aussi efficace qu'un insecticide. D'accord. Sur au moins l'antonome. On a une symbiose parfaite chez moi. Les poules mangent l'antonome, le carpocaps, l'otique qu'il y a dans les laines des moutons. Je ne traite plus mes moutons. Ah oui, c'est génial. Voilà. Elles mangent les tiques aussi, c'est des poules mangeuses de tiques. Voilà. Dernièrement, j'ai aussi introduit un mouton végétarien qui venait d'Australie à la base, qui est le cuné. Et là, les services de l'État se sont tombés dessus pour cause de risque de peste porcine. C'est bien ce que je déplore aujourd'hui, c'est que j'ai tendance à dire que pour cause de peste porcine, on enferme les cochons et j'ai été obligé de m'en débarrasser. Pour cause de grippe aviaire, on enferme les poules et pour cause de Covid, on enferme Christophe Biteau. La crise sanitaire a parfois un rôle unique pour tout le monde, c'est nous enfermer. Oui.
Je suis assez d'accord. J'avais déjà fait ce parallèle d'ailleurs entre les enfermements des animaux et ceux des hommes pour des raisons hygiénistes. Alors, allons un peu sur ce qui s'est passé. En tout cas, c'est un modèle, c'est vraiment intéressant. Et comme vous le dites, il nous faut plus d'un quart d'heure, mais je pense qu'il faudra qu'on y revienne. Alors, racontez-nous, jusqu'à là, tout va bien. Hein, vous êtes un modèle et Sauf que, vos arbres fleurissent. ouais, 2023, gros problème, j'ai une chute totale de ma floraison. Identifiée après bien des recherches et des analyses par une destruction de celle-ci par un désherbant maïs. Donc là, ça pose problème parce que je suis censé ne pas avoir de Pesticides. produits phytosanitaires sur mes parcelles et ça démontre qu'ils sont venus de quelque part s'ils s'y trouvent. Donc j'ai eu ça et j'ai eu aussi un autre désherbant qui m'a fait perdre ma certification une année, qui est le prosulfocarbe. Pour en revenir à 2023, destruction totale de ma floraison, perte de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, parce que évidemment, j'explique à tous, si vous avez raté la floraison, vous n'avez pas les fruits derrière. J'ai plus de fruits, j'ai pas fait de récolte, rien. J'ai plus de cheveux non plus, sont tombés avec. Ah oui. Résultat, on recherche et on s'aperçoit qu'en fait, je suis pas un cas unique, il y en a 34 en Bretagne référencés. D'accord. Je fais une réunion pour comprendre ce qui se passe et on s'aperçoit du fait de mon expérience prosulfocarbe antérieure où j'avais déjà perdu ma certification bio, qu'on a des petits malins qui s'appellent en l'occurrence sur ce coup-là Syngenta, qui est le concurrent de Bayer et Monsanto, qui, à force d'être accusé de polluer les nappes phréatiques, a travaillé ses produits et surtout ses adjuvants pour les rendre moins lessivables, mais les a rendus hyper volatiles. Ah oui, d'accord. Ma grosse problématique, c'est que la volatilité ne s'arrête pas à 200 mètres, ni à 50 mètres, ni à 5 mètres de mes parcelles, mais j'ai démontré quelque part... Ça n'arrête pas à la frontière, quoi. C'est comme Tchernobyl. Il y a plus de frontières et ça n'arrête pas à la frontière belge et ça n'arrête pas à l'entrée de mon exploitation. C'est très compliqué quand on se bat contre des boîtes comme Syngenta qui ont des pouvoirs immenses pour se défendre. Et j'ai pas accusé non plus mes voisins qui utilisent ces produits et qui les font atterrir chez moi. Donc j'ai attaqué l'État. Et donc, j'ai passé par le tribunal administratif et ils m'en suis pris à mon préfet pour lui demander une simple chose. C'est la sauvegarde de mon exploitation et l'arrêt d'un produit qui me fait perdre 200 000 euros sur 5 communes environnementales autour de chez moi pour quelque part sauver ma peau, quoi. Oui. J'ai eu affaire à une fumisterie. Vous avez, alors juste, pardon, 5 communes autour de vous, vous avez vraiment besoin de tout cet espace, entre guillemets. Il y a une telle volatilité du produit phytosanitaire? C'était une nécessité pour mesurer ce qu'on pense. D'accord. Ça nous faisait un fief où on aurait vu pu tester la volatilité de cette molécule qui est S-métal au chlore. C'est obtenu sur le prosulfocarbe. Il y a une interdiction d'utilisation du prosulfocarbe qui est un antigerminatif blé. C'est moi qui suis à l'origine de ça. J'en ai obtenu l'interdiction sur un pourtour de 2 km autour des vergers en pommes à cidre et pommes de table. Parce que on est révélateur là aussi une grosse problématique de volatilité de produits et de produits cancérigènes. C'est pas qu'un problème économique pour mon exploitation, c'est un problème de santé publique. De santé publique. Alors attendez, parce qu'en plus, là où on parle de ces produits, parce que vous, comme vous étiez en bio, vous étiez très contrôlé, mais on peut imaginer qu'il y a plein d'autres produits, et d'ailleurs plein d'inhalations qui n'ont même pas été vérifiés de particuliers à d'autres professionnels. Ouais, c'est bien le problème, c'est que la bio est révélatrice du fait parce qu'elle est contrôlée et on se contrôle. En conventionnel, vous ne faites pas de mesure, donc vous ne pouvez pas le savoir. Et on ne peut pas faire non plus confiance au service de l'État pour mesurer la pollution de l'air puisque les données sont aussi pas toujours très nettes. D'accord. C'est comme la pollution de l'eau, vous savez, pour valider la potabilité de la flotte que vous buvez, on fait une recherche sur 5 molécules et ça s'arrête là. La réalité de la pollution de l'air, et moi quand je fais une recherche de molécules sur mes productions, on l'a fait sur 700 molécules.
C'est de ce niveau-là. On a des nappes d'eau en Bretagne, notamment à Masserac, où Eau et Rivière a par exemple fait une recherche sur 700 molécules sur une eau qui était potable au robinet, mais a retrouvé sur 700 molécules 560. On est très très loin de la réalité des choses. Oui, oui, bien sûr. Bon, ça, c'est aussi un vaste sujet, mais c'est très intéressant, vous avez raison Voilà. de l'expliquer. Alors, ouais. Après ça, nous sommes donc allés devant le tribunal administratif demander l'abrogation des AMM, c'est-à-dire les autorisations mises sur le marché Oui. de 3 molécules. J'ai été buté en touche par une puissance lobbyiste incroyable. Alors que la salle nous était acquise, le juge nous était acquis, on a eu la présidente de la biodiversité de la région Bretagne qui est intervenue au soutien de mon préfet, chercher l'erreur. En évançant des données, et d'ailleurs, le juge en était outré. Elle a sorti un tableau sur soi-disant 30 cas qui lui avaient été signalés d'ailleurs par mes soins auprès de la région. Je me suis dit, il y a un problème parce qu'on devrait en avoir 34. Elle nous a expliqué que quand on a demandé où moi j'étais, par exemple, ah non, non, moi j'y étais pas, alors que j'en étais à l'origine. Donc, c'est quand même, c'était cousu de fil blanc, quoi. Ce qui me déçoit dans cette affaire-là, c'est que j'ai été mauvais dans un sens où je savais pas quel préfet j'avais affaire. Et en fait, j'ai en Ille-et-Vilaine la chance d'avoir deux préfets successifs qui sont des anciens préfets de Guadeloupe qui ont couvert le chlordécone. Ah oui, intéressant. Oui. Non, ça fait peur parce bien sûr. Mon préfet, même s'il n'est pas élu, on pourrait croire qu'il a pour vertu de protéger la santé publique. Or, quand on voit ce qu'il a fait précédemment en Guadeloupe, il y a quelques années quand même, il y a de quoi s'inquiéter. Et ça, c'est très grave parce que effectivement, quand on a un État de droit qui confond les droits de l'État et l'État de droit, on ne peut plus avoir confiance en la justice. Alors la nouveauté, c'est que mon préfet est aussi corse, donc je me demande si je ne dois pas utiliser la méthode corse d'ailleurs, parce que on en est là. Alors non seulement j'ai, je pense, eu un combat acharné contre cette saloperie. J'ai pas le soutien de ma population qui devrait être acquise, puisque si mes pauvres... C'est pour la bonne santé. Vous n'avez pas le soutien de la population, de vos voisins, de votre entourage? Vous savez, Clémence, on est dans un pays, malheureusement, où les lanceurs d'alerte sont plus maltraités que n'importe qui. Oui. L'ostracisation des lanceurs d'alerte n'est plus à faire, je la vis. Dès que vous pensez le contraire de la doxa interne, vous êtes le fou furieux. Quand vous battez contre la vaccination, vous êtes un gros débile. J'ai toutes les cases, moi. On m'affule de tout ça. C'est pas d'aujourd'hui. J'ai été gilet jaune. Voilà. Mais alors, attendez, juste Christophe Biteau, pour savoir, vous en êtes où donc là, juridiquement, déjà, finalement, le préfet a joué contre vous, mais la juge était plutôt de votre côté, vous disiez. Ouais, mais on a perdu. On a été déboutés. Juridiquement parlant, j'étais obligé de déposer le bilan et de faire un plan de redressement que j'ai fini par obtenir. Donc, mon exploitation est jugée viable. Oui. Et elle est jugée viable parce que, en définitive, j'ai quand même arrivé à supprimer la cause de la perte de ma floraison. Pas par mon préfet, mais grâce à un député européen qui s'appelle Benoît Biteau et qui a supprimé l'autorisation du S-métallochlore sur tout le territoire français. Alors, Benoît Biteau a-t-il un lien familial avec Christophe Biteau? Absolument pas. D'accord. Du tout. Moi, c'est BITAULD, je le précise, et lui, c'est BITEAU. D'accord. Mais moi, le premier est très déçu de la gestion européenne de notre contrée. Oui. Mais je dois avouer que sur ce coup-là, parfois, il arrive des miracles. Oui. Donc il y a eu une interdiction qui vous a permis finalement de vous débarrasser de ce qui nuisait à votre propre exploitation, quoi. Ouais. Et c'est ce qui permet à mon plan d'estimer que mon verger n'est pas foutu et va pouvoir revenir en production.
D'accord. L'année a été très compliquée parce qu'on a eu cette année, on a obtenu la mise, on a obtenu un plan de continuation parce que mon exploitation jugeait viable. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est des conditions climatiques exécrables cette année qui ont fait qu'on a dû laisser une partie de la récolte dans le champ parce que C'était plein d'eau, non ça? on a été inondé. Ouais. Ça m'était jamais arrivé en 40 ans. Mais C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. J'ai vu mes pommes partir à la rivière à un moment donné, tellement il y avait de l'eau. Ouais. C'était un truc de ouf. Bon, j'espère qu'on va corriger ça, mais le fait est que nos conditions climatiques sont quand même changeantes. On peut plus le nier. Donc là, on a un plan de continuation, mais ce que j'avais pas prévu, c'est que de s'attaquer à un préfet, c'est une très mauvaise idée. Parce que manifestement, il a décidé de nous couler. J'ai mes confrères qui se plaignent de contrôle, ils s'imaginent même pas le nombre que j'ai, moi. C'est hallucinant. Je suis occupé à me battre contre ceci. La dernière en date, j'ai quand même eu fort. J'ai eu enfin ça j'ai eu pendant il y a 2-3 mois, on m'a sorti 9700 € de PV pour excès de vitesse. Je suis obligé de me battre pour savoir qui a roulé avec ma voiture. Parce que. C'est dingue. Ah oui, non, mais c'est. Et quand j'appelle la trésorerie publique de Gap, notamment, qui se fait fort de près de 2000 € de PV, on me dit que non, mais c'est à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine et de la trésorerie des amendes de Rennes. Donc j'ai de la chance, c'est chez moi. C'est un coût d'avocat exorbitant. Là, je suis épinglé pour détention de cochons illégales. J'avais des vergers avec des moutons et des poules, mais aussi un essai d'introduction du porc qui me permettait d'avoir une destruction des pommes pourries et donc des vers qu'il y avait dedans. Une fois passé les vers de la pomme dans le ventre des moutons, il y avait son destruction et donc j'avais une action immédiate sur l'année suivante. Ça m'était intéressant. Oui. On m'a menacé de saisir mes porcs. Bon, parce que le port plein air est interdit. On m'a demandé une application de la loi qui m'obligeait, pour les détenir, à faire un stage à 700 € de 2 jours pour être éleveur de porcs, acheter une marque pour leur faire un tatouage, comme quand on rentre dans les camps, et surtout des protections sanitaires, c'est-à-dire obligé de prendre un masque, de passer dans un pédiluve et de me changer quand je rentrais dans ma parcelle et dans mon verger où j'avais mes cochons. On en était là. Donc on appliquait les méthodes Covid ou les méthodes de l'élevage industriel à un port plein air. Plus deux clôtures électrifiées à 1,37 m l'une de l'autre, distante de 2 mètres et de 1,37 m sur l'intégralité de mon exploitation. C'est un coût prohibitif. Vous avez plus que chose à faire, c'est de dire attendez, on arrête, c'est bon. Mais ce qui est dommage, c'est que le porc industriel a gagné parce que cette loi-là biosanitaire, elle tue le porc plein air, bien sûr. Elle est faite par la Coperle qui est en train de tuer le porc plein air. Enfin, tout le plein air d'ailleurs, pas que le porc plein air, mais tous les plein air. Donc c'est quand même honteux. Les services publics devraient défendre l'intérêt général. Évidemment. Et je ne parle même pas du bien-être animal. Oui. Parce que je vous dis que plus heureux que mes cochons, il n'y avait pas. Donc voilà, c'est navrant. On en est là. Alors, on a un peu le bilan de l'histoire. Je me tourne quand même vers Philippe Grégoire, c'est lui qui nous a alertés. Ouais. Ça, c'est mon dernier recommandé, il date d'hier. C'est bien un service vétérinaire, préfet. On est encore en train de m'emmerder sur mon dossier pour ça. Ils sont plus là, quoi. Enfin, sérieux, faut arrêter.
Les absurdités ne cessent pas. Et ce sont des, vous avez raison, ce sont des absurdités. On marche sur la tête, on ne cherche plus la qualité ni le bon sens paysan. Voilà. On est dans l'inverse. Voilà. Donc là, clairement, ça va finir de tuer les paysans, malheureusement. Moi, on m'empêche de travailler et j'ai 56 ans. Bon, je suis content de mon modèle, mais aujourd'hui, il est mis en difficulté parce que mon plan va être très difficile à tenir. Donc, j'ai besoin de vous. D'accord. Et j'ai besoin de vous parce que j'en suis arrivé à la conclusion que mon exploitation est viable, mais si je n'y suis plus, il faut que je me tire pour sauver mon exploitation. C'est à moi qu'ils en veulent, c'est pas mon exploitation. Donc, avis aux amateurs, mon exploitation est à céder. Je vais aider mes successeurs. Je vais en faire un village gaulois. Je veux y installer un maraîcher en supplément. J'ai des pensions de chevaux à mettre en place. J'ai de l'accueil paysan. On a des projets c'est des super idées. Ce sont des super projets. Oui. On vient de rentrer 7 bateaux qu'on est en train de transformer en logements insolites. S'il y en a qui savent bricoler, je suis adepte du crowdfunding, il va falloir me donner un coup de main. La problématique quand on s'attaque à l'État, c'est que c'est très chronophage. Les procédures sont très chronophages. On me sort quasiment 25 000 euros de frais d'avocat sur un an. C'est usant. J'ai plus de temps de travailler. Oui. Donc, je vais arrêter de travailler. Et je vais céder mon exploitation à d'autres. Elle est viable. On est dans l'air du temps parce que la crise arrive et va être terrible. Et puis les gens cherchent du sens. Les gens cherchent à faire un métier qui a du sens, même si pour le moment il est opposé à notre administration. Voilà. Donc je vais ouvrir mon exploitation. J'ai un cadre magnifique. Hein. On a 30 hectares, 2 hectares d'étang. On fait un peu de pisciculture. Alors Christophe Biteau, parce qu'il faut qu'on aille, qu'on conclue. Comment on fait pour avoir toutes ces informations? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Racheter, enfin ceux qui sont intéressés, prenez contact avec vous. C'est possible de racheter une exploitation, c'est possible de travailler à côté de vous. Si les gens veulent faire de l'agriculture bio, venez autour. Si vous voulez faire de l'accueil paysan, venez aussi. J'imagine que vous avez aussi lancé une cagnotte. Alors on a une cagnotte de lancer parce que là, on a une épée de Damoclès de ouf, c'est qu'on a un plan à retenir. Et avec un ATD des impôts et du préfet, notre trésorerie a été bloquée totalement jeudi dernier. Et il se trouve que moi j'ai lancé des paiements et des chèques, notamment une paye salariale et mes assurances, et elles vont pas pouvoir être payées. Faut que je trouve 12 000 euros cette semaine. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Donc, avis aux amateurs, que ce soit en prêt, en don ou je ne sais quoi, mais il faut que je m'en sorte parce que sinon, je suis mort. D'accord. Et c'est le cas, c'est une vacherie qu'on fait. Alors, dites-nous le nom de votre cagnotte. Ça s'appelle Sauver la ferme bio du paysan Biteau. Sauver la ferme bio du paysan Biteau, et je crois que c'est sur Litchi. Je vais vous envoyer un lien. Envoyez-nous un lien, je crois qu'on l'a mis sur le chat. Vous le retrouverez de toute façon aussi en description de cette émission. Voilà, vous pouvez, chers amis, aider immédiatement Christophe Biteau si vous le pouvez, si vous le voulez. Et puis, vous pouvez participer à cette aventure de la création d'un village gaulois, un village de bon sens, un village de résistance, un village de solidarité et de bio aussi, il faut le dire. Voilà. Et donc, d'écologie, on va dire, intégrale, on peut l'appeler comme ça. En tout cas, d'écologie intelligente. Vous l'avez dit, circulaire. Où les animaux, tout fonctionne ensemble. Enfin, comme en fait on devrait le faire, c'est tellement logique. Écoutez, en tout cas, Philippe Grégoire, je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot. Oui, juste un dernier mot. C'est l'inconvénient des danseurs d'alerte, comme c'est un copain, Christophe. Ce qu'on peut faire quand on est invité, Clémence, à vos émissions, des fois, on est lanceur d'alerte. Alors, il faut qu'on fasse attention parce qu'on fait des révélations. On va faire d'autres émissions pour faire des révélations. C'est pour ça que ce matin, je suis avec lui pour sonner le tocsin. Sonner le tocsin pour venir en aide à sa cagnotte, parce que là, je dois vous avouer que n'importe quelle association ou syndicat, on est démunis devant ça. Parce que là, on a une force de frappe en face de nous qui fait qu'un agriculteur n'a pas les moyens de surmonter ça. C'est assez exceptionnel, mais c'est le risque de tous les lanceurs d'alerte. C'est pour ça qu'on fait attention de ne pas donner des noms. Moi, quand je fais mes émissions, j'essaye de ne plus donner trop de noms. Tant pis, c'est bête pour vous parce que vous faites un travail de recherche, mais quand on donne les noms, vous voyez ce qu'on peut se ramasser. Oui. En tout cas, bon courage. Et on a maintenant, je ne sais pas s'il y a un site aussi pour vous retrouver, Christophe Biteau.
Si on souhaite vous contacter, travailler avec vous, racheter votre... Moi, sur ma cagnotte, il y a mon numéro de téléphone. D'accord. Je vais commentaire, je vais y répondre. D'accord. Mais la première des choses à faire aujourd'hui, c'est effectivement, j'ai besoin d'une aide financière. Là, d'accord. C'est l'urgent. Et derrière le projet d'un village gaulois, d'un village où l'on travaille tous ensemble, on construit quelque chose de sain. Merci beaucoup et bon courage. En tout cas, on est de tout cœur avec vous, évidemment. Tocsin, passe le message, c'est notre rôle. On sonne le tocsin avec vous. À très bientôt, Christophe Bito. À très bientôt, Philippe Grégoire. Tocsin, vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à tocsin-media.fr, tocsin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.